Chers apprenantes, chers apprenants, la séance d'aujourd'hui s'intéresse à l'étude des phénomènes géologiques externes et qui représente la première unité dans notre programme. L'objectif principal de cette unité consiste en d'approfondir vos connaissances en termes de phénomènes géologiques externes et d'assimiler leur application afin de pouvoir reconstituer l'ancienne géographie et l'histoire géologique d'une région donnée. Pourquoi cette étude? Tout simplement, et comme vous savez très bien, l'écorce terrestre se caractérise par des paysages et des reliefs géologiques très divers, à l'exemple des dunes désertiques, des oueds, des montagnes, des plaines et des falaises. En plus, la forme de ces reliefs change au cours du temps sous l'action des phénomènes géologiques internes qui sont responsables de la formation des roches dites endogènes, magmatiques, à l'exemple du basalte et du granit. Comme ils peuvent changer sous l'action des phénomènes géologiques externes qui sont surtout responsables de la formation des roches sédimentaires. Ces roches sédimentaires sont des roches exogènes. Ils se forment à la surface du globe terrestre. En plus, cette formation passe par 4 étapes principales et qui commencent par l'érosion des reliefs qui permet l'altération de la roche-mère, puis le transport des sédiments résultant de cette altération, et après la sédimentation, arrivons à la diagénèse et qui concerne la transformation des sédiments en des roches encore plus compactes. En plus, ces roches sédimentaires, et contrairement aux autres types de roches, se caractérisent par un dépôt sous forme de strates, c'est-à-dire des couches superposées les unes par rapport aux autres, et ils sont encore riches en fossiles, c'est-à-dire des traces et des restes des êtres vivants, que ce soit animaux ou végétaux. Les sédiments de ces roches sédimentaires sont d'une importance capitale, car elles renferment des informations sur les conditions de formation de ces roches sédimentaires, comme elles peuvent renfermer des traces et des indices sur plusieurs événements géologiques anciens. Et grâce à ces informations, les géologues vont pouvoir reconstituer les conditions et les étapes de formation des roches sédimentaires, comme elles peuvent réaliser ce qu'on appelle la carte paléogéographique d'une région donnée. Dans ce contexte, plusieurs questions peuvent se poser, dont 3 les plus importantes, à savoir quelle information peut-on tirer des caractéristiques des roches sédimentaires sur les conditions de leur formation et sur les événements géologiques anciens? Quelles sont les études, les indices et les techniques de base utilisées par les géologues pour dégager des informations sur les conditions de formation des roches sédimentaires? Et enfin, comment peut-on réaliser la carte paléogéographique d'une région donnée et ainsi de reconstituer un paysage très ancien? Pour répondre à ces questions, on a opté pour un plan à 3 chapitres. Dans le premier chapitre, on va s'intéresser surtout à la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Par la suite, on va enchaîner avec un second chapitre qui porte sur la reconstitution de l'histoire géologique d'une région donnée en prenant l'exemple des plateaux phosphatés avec l'établissement de l'échelle stratigraphique. Et on terminera avec un troisième chapitre qui porte sur les fondements de la carte géologique et la reconstitution de l'histoire géologique d'une région donnée. Commençons tout d'abord par le premier chapitre et qui est intitulé « Réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée ». Et qui dit paléogéographie dit une discipline géologique qui s'intéresse à la reconstitution de la géographie d'une région dans un temps géologique très ancien. Cette étude a été entamée dans un premier temps par l'observation directe d'un certain nombre de paysages sédimentaires. Cette observation a montré que le même bassin sédimentaire peut être constitué par différents types de sédiments. Comme vous voyez ici, on a des sédiments à très grande taille, alors que là, on peut observer facilement la présence de sédiments de petite taille. Cette observation a montré également que le même sédiment peut se trouver dans différents bassins sédimentaires. À l'exemple du sable qu'on peut trouver dans les dunes désertiques,
comme on peut le retrouver également dans une zone littorale, à l'exemple des plages. Cette observation à l'œil nu, elle a apporté quelques informations sur le milieu des sédimentations ainsi que sur l'agent du transport, mais elle reste toujours insuffisante pour reconstituer l'histoire ancienne d'un bassin donné. Pour cela, les géologues ont recours à d'autres études encore plus fiables afin de pouvoir retracer cette fameuse histoire des bassins sédimentaires. Parmi ces études, on a l'étude statistique et l'étude morphoscopique plutôt. Nous, dans cette présente séance, on va se contenter uniquement de l'étude statistique des sédiments. Et qui dit étude statistique, dit étude granulométrique. C'est une étude qui consiste en l'analyse de la distribution statistique des classes des particules élémentaires d'un sédiment, et ceci grâce à un tri qui se fait par une technique dite technique de tamisage. Pour cela, on a fixé 3 objectifs, à savoir d'étudier statistiquement les constituants des sédiments, puis connaître quelques caractéristiques des sédiments des paysages sédimentaires et enfin déduire la dynamique et les agents du transport des sédiments. Comme vous savez très bien, plusieurs critères ont été adoptés afin de pouvoir classer les sédiments détritiques. Parmi ces critères, on peut citer à titre d'exemple la solidité de la roche-mère, sa nature, ainsi que la taille de ses particules. Selon ce dernier critère, on a pu identifier différents types de sédiments, à l'exemple de l'argile, dont la taille de ses particules est comprise entre 0,002 et 0,02 mm. Le sable, par contre, a un diamètre qui varie entre 0,063 et 2 mm, alors que les blocs ont un diamètre qui est largement supérieur à 256 mm. Nous, on va se contenter uniquement de l'étude statistique du sable. Cette étude est basée essentiellement sur la classification des grains des sables selon la taille, et ceci en utilisant une technique dite technique de tamisage. Pour cela, vous devez vous servir d'une colonne de tamis dont le diamètre des mailles est décroissant, c'est-à-dire que le tamis supérieur a des mailles dont le diamètre est de l'ordre de 2 mm. Par contre, le tamis inférieur a des mailles dont le diamètre est égal à 0,063 mm. L'utilisation de cette colonne nous a permis également d'identifier 5 types de sable, à savoir le sable très fin, fin, moyen, grossier et même très grossier, dont le diamètre est compris entre 1 et 2 mm. Mais avant d'entamer cette étude statistique du sable, il a été très recommandé de faire une préparation préalable du sable à étudier. Cette préparation passe par 3 étapes. Dans un premier temps, on va mettre l'échantillon à étudier dans un tamis dont le diamètre des mailles est de 1/16 mm. Puis, on va laver notre échantillon avec de l'eau courante afin d'éliminer l'argile et le limon. Juste après, on va ajouter de l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire l'HCl, dans le but d'éliminer le calcaire. Et comme vous savez très bien, le calcaire joue le rôle d'un ciment, donc il va empêcher la séparation des grains de notre échantillon. Et à la fin, on va y ajouter de l'eau oxygénée, H2O2, dans le but d'éliminer de la matière organique. Juste après, on va prendre 100 g de notre sable traité qu'on va mettre dans le tamis supérieur en haut de notre colonne, c'est-à-dire dont la dimension des mailles est égale à 2 mm. Juste après, on va vibrer notre colonne pendant 15 minutes, et ceci pour assurer la séparation des différents grains de notre sable en fonction de leur taille. Après, on va récupérer et peser la quantité des grains retenus dans chaque tamis, et les résultats obtenus seront notés dans un tableau à 2 lignes. Dans la première ligne, on va porter les diamètres des mailles en millimètres, et dans la seconde, on va représenter la masse des grains en grammes. Par la suite, ces résultats seront le siège des différents types de calculs
qu'elle porte soit sur la fréquence des masses des grains de chaque taille ou même sur la masse cumulative en termes de pourcentage. Ces nouveaux résultats seront également portés sur un nouveau tableau à 2 lignes. Dans la première ligne, on va mettre la masse des grains en termes de pourcentage et dans la seconde, on va représenter la masse cumulée toujours en termes de pourcentage. Ces nouveaux résultats sont le siège de différentes représentations graphiques. Ces représentations concernent à la fois la réalisation de l'histogramme et la courbe de fréquence, ainsi que la réalisation de la courbe cumulative. Commençons tout d'abord par la réalisation de l'histogramme et la courbe de fréquence. Dans un premier temps, on doit tracer un graphe à 2 axes sur un papier millimétré. Et sur l'axe des abscisses, on va représenter les diamètres en millimètres et ceci sur une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'on va passer des valeurs les plus élevées vers les valeurs les plus basses. Alors que sur l'axe des ordonnées, on va représenter la masse des grains en pourcentage et ceci sur une échelle arithmétique, c'est-à-dire qu'on va passer des valeurs les plus petites vers les valeurs les plus élevées. Juste après, on va tracer notre histogramme et ceci en dessinant une suite de rectangles. Chacun va représenter une classe spécifique et dont les grains sont comprises entre 2 tamis successifs. Comme vous voyez à travers cette figure, par exemple, le premier rectangle qui représente la première classe et dont le diamètre est compris entre 0,8 et 1 mm, alors que la masse des grains est à peu près égale à 10%. Pour le deuxième rectangle, qui va représenter bien sûr la deuxième classe et dont le diamètre des particules est compris entre 0,63 et 0,8 et dont la masse des grains est à peu près égale à 40%, et ainsi de suite. Dans un troisième temps, on va dessiner notre courbe de fréquence et ceci en reliant les médianes des rectangles successifs. Donc, des études faites sur des échantillons d'origine connue ont montré que, par exemple, le sable de plage et le sable éolien ont des courbes de fréquence en forme de cloche. En plus, cette courbe représente un seul mode, c'est-à-dire le diamètre ou l'abscisse le plus représenté dans notre échantillon. Donc, comme vous voyez dans ces deux courbes, chacune de ces deux courbes présente un seul mode. Pour cela, on parle d'une courbe unimodale. Mais on voit clairement que le sable de plage présente des particules à taille grossière par rapport au sable éolien. D'autres études ont été également menées sur un sable mélangé. Ces études ont montré que la courbe de fréquence peut présenter 2 modes et dans ce cas, on parle d'une courbe bimodale. Parfois même, on peut trouver des courbes qui présentent plus de 2 modes, c'est-à-dire 3 et plus, et dans ce cas, on parle des courbes de fréquence plurimodales. L'analyse de la courbe de fréquence permet de tirer des informations sur le sable étudié. Comme vous savez très bien, si notre courbe de fréquence présente un seul mode, dans ce cas, on parle d'une courbe unimodale. Mais si jamais elle présente 2 ou plusieurs modes, dans ce cas, on parle d'une courbe bi- ou plurimodale. La courbe unimodale peut se présenter sous une forme étroite ou même large. Si la courbe est étroite, cela veut dire que notre sable est homogène et bien classé. C'est le cas d'un sable de plage si ses grains sont grossiers, alors que l'agent du transport, le vent et l'eau. Mais dans le cas inverse, c'est-à-dire si les grains sont fins, cela veut dire que notre sable est saharien ou éolien et l'agent du transport est le vent. Mais lorsque notre courbe unimodale est large, cela veut dire que le sable étudié est mal classé. C'est le cas d'un sable fluviatile dont le mode de transport est assuré par l'eau. Dans le cas inverse,
C'est-à-dire, si notre courbe est bi- ou plurimodale, cela signifie que notre sable est hétérogène et non classé. Il s'agit bien d'un sable mélangé, c'est-à-dire qu'il renferme à la fois des grains grossiers et des grains fins. Maintenant, on va passer à la représentation graphique des pourcentages des masses cumulées. Donc, on commence par la réalisation de la courbe cumulative. Donc, on va procéder presque de la même manière. Dans un premier temps, on va tracer un graphe à deux axes. On va porter sur l'axe des abscisses le diamètre en millimètres sur une échelle logarithmique, et sur l'axe des ordonnées, on va représenter les masses cumulées sur une échelle arithmétique. Juste après, on va réaliser la courbe cumulative, et avant ça, on doit tracer les rectangles correspondant à chaque classe de notre échantillon, et après, on va relier les diagonales de chaque rectangle, de tous les rectangles, afin d'obtenir notre courbe cumulative. L'analyse de cette courbe cumulative permet à la fois d'évaluer le classement du sable étudié, ainsi que donner une idée sur l'origine de notre sable. Commençons d'abord par l'évaluation du classement du sable étudié. Donc, on détermine dans un premier temps, à partir de la courbe cumulative, les valeurs de ce qu'on appelle les quartiles MD, Q1 et Q3, comme le montre la figure ci-jointe. Donc, MD, qui est une médiane, c'est le diamètre qui correspond à 50% des masses des grains en termes de pourcentage. Par contre, le Q1, c'est l'abscisse qui correspond à 75%. Par contre, le Q3, c'est le diamètre ou l'abscisse qui correspond à 25% de notre échantillon. Ces valeurs de Q1 et Q3 vont nous servir pour calculer l'indice de classement S0, également appelé l'indice de Trask, et ceci selon la formule suivante. Donc S0 est égal à la racine carrée de Q3 sur Q1. On utilise la valeur de S0 afin d'évaluer le classement du sable étudié, et ceci en se référant au tableau suivant. Si la valeur de S0 est inférieure à 2,5, ceci dit que notre sable est très bien classé, mais si la valeur de S0 est largement supérieure à 4,5, on peut déduire tout simplement que notre échantillon est très mal classé. Maintenant, en ce qui concerne la détermination de l'origine du sable étudié. Donc, on peut simplement déterminer l'origine du sable étudié en comparant notre courbe cumulative avec des courbes de référence de sable des milieux connus. Donc, la figure suivante présente trois courbes de référence. La première est celle du sable de plage, le sable éolien et le sable fluviatile. Donc, comme vous voyez d'après cette figure, la courbe cumulative du sable fluviatile présente une allure ondulaire. Par contre, celle du sable de plage ou du sable éolien présente une allure sinusoïdale. En plus de ça, le sable de plage a des grains qui sont grossiers, contrairement à ce qu'on voit pour le sable éolien. Maintenant, et pour bien assimiler les concepts qu'on a vus à travers cette séquence, je vous propose un exercice d'application dont les énoncés sont les suivants. Donc, le tableau ci-dessous représente les résultats de l'étude granulométrique d'un échantillon de sable E1 d'origine inconnue. Donc, ce tableau est formé par deux lignes. La première ligne, on a porté les diamètres des mailles en millimètres, et dans la deuxième, on a représenté les masses des grains en grammes. La première question, c'est de calculer la fréquence des masses des grains en pourcentage et la fréquence cumulée, c'est-à-dire la masse cumulée en pourcentage de l'échantillon 1. Par la suite, dessinez pour cet échantillon l'histogramme et la courbe de fréquence, puis indiquez en justifiant votre réponse le type de classement de cet échantillon et déterminez son origine. La troisième question est formée par trois petites sous-questions. Petit a, dessinez la courbe cumulative de cet échantillon de sable.
Petit b, calculer l'indice de classement S0 de E1, puis utiliser les valeurs de cet indice pour évaluer le classement de cet échantillon. Et petit c, confirmer l'origine du sable à partir de la comparaison de la courbe cumulative réalisée avec les courbes de référence. Donc, comme vous voyez, il s'agit bien de deux groupes de questions. Le premier groupe porte sur la fréquence, les histogrammes et la courbe de fréquence, et le deuxième groupe concerne la courbe cumulative. Mais ces deux groupes ont le même objectif, à savoir la détermination du type de classement du sable. Donc ici, le type de classement, et là, on a l'évaluation du classement, et par la suite, déterminer l'origine du sable étudié. Donc c'est le cas pour le deuxième groupe d'études. Maintenant, on va passer aux éléments de réponse. Donc, dans un premier temps, on avait un tableau à 2 lignes. Maintenant, on a un tableau à 4 lignes. Dans la troisième ligne, on va calculer la masse des grains en pourcentage. Et dans la quatrième, on va représenter la masse cumulée en termes de pourcentage. Pour le calcul de la masse des grains en pourcentage, donc c'est simple. On va prendre la masse des grains en grammes d'une classe donnée. On va la diviser sur le total des masses des grains en grammes et on va tout multiplier par 100. Comme ça, on peut calculer facilement la masse des grains en pourcentage. Mais pour la masse cumulée en pourcentage, égale là, tout simplement, c'est la masse des grains en pourcentage d'une classe donnée à qui on va ajouter la masse cumulée en pourcentage de la classe qui la précède. Donc 97,9% plus 1,5%, ça va donner 99,4%. Et de même, 89,4% plus 0,6%, ça va donner 100%. Le 100% plus le 0%, bien sûr, ça va donner le 100% et ainsi de suite. Donc les calculs, ils sont très simples. Maintenant, concernant la réalisation de l'histogramme et de la courbe de fréquence. Donc, pour les histogrammes, ils sont très simples. Donc, on va dessiner des rectangles et chaque rectangle correspond à une classe donnée. Et par la suite, on va relier les médianes de tous les rectangles afin d'obtenir notre courbe de fréquence. Donc, comme vous voyez dans cette figure, la courbe de fréquence présente un seul mode et en plus, elle est étroite. Donc, on peut déduire tout simplement que notre sable est un sable homogène et bien classé. En plus, les grains de notre échantillon, ils sont grossiers, donc on peut déduire tout simplement que le sable est un sable de plage. Maintenant, concernant la courbe cumulative de cet échantillon de sable. Donc, pour la courbe cumulative, on va débuter dans un premier temps par une succession de rectangles dont chaque rectangle correspond à une classe donnée et par la suite, on va relier les diagonales de ces différents rectangles par un trait, ce qui va permettre le traçage de notre courbe cumulative. À travers cette courbe cumulative, on peut déterminer facilement et graphiquement les valeurs de Q1 et Q3, sachant que Q1, c'est l'abscisse qui correspond à 75% et le Q3 qui est l'abscisse qui correspond à 25%. Ces deux valeurs vont nous servir pour calculer le S0 selon la formule suivante. Donc le S0 est égal à la racine carrée de Q3 sur Q1. Maintenant, on va passer à l'application numérique. Donc le Q1 est égal à peu près 0,52, le Q3 est égal à peu près 0,78 et le S0 a été calculé est égal à 1,22. Donc comme vous voyez, la valeur de S0 est largement inférieure à 2,5, ce qui implique que notre sable est un sable très bien classé. En ce qui concerne l'origine du sable étudié, tout simplement, on va comparer l'allure de notre courbe cumulative avec celle de référence. Donc comme vous voyez, elle a une allure sinusoïdale qui ressemble soit à la courbe du sable de plage ou bien celle du sable éolien. Et en plus, les grains ils sont grossiers, ce qui implique que notre sable, c'est un sable qui provient d'une plage. Donc, on peut conclure que l'étude statistique des constituants des sédiments a une importance capitale dans la paléogéographie, car elle fournit des renseignements sur le degré d'homogénéité et sur le classement des constituants d'un sédiment, comme elle nous permet d'avoir une idée très
très clair sur la dynamique et les agents du transport des sédiments ainsi que sur les milieux de sédimentation. Donc, notre séance vient juste de s'achever. Je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous dans la séquence prochaine.